Good morning, everyone. Great to see you here. We will start the session in about 4 minutes. 인터뷰에 켜 있는 것 같은데. 인터뷰 잘 켜 있어요. 펜 여기 있어요. 죄송해요. 지금 인계도 저 사람도 지금 비디오가 안 나오니까 저 사람도 안 되면은 The gentleman you were talking to, right? Yes, he's with KSAT. He's KSAT. No, I've never met him, but I've seen Tara. Yes. There she is. Eddie, you were speaking French, right? Good morning, Inge. Very. Bonjour à tous. Okay, I think we are. Très bien, je pense que nous sommes prêts. Bonjour, bon après-midi et bonne soirée à tous. Bienvenue à cette session hybride du Congrès forestier mondial sur la surveillance des forêts en action 1, les yeux sur la forêt. La session se concentrera sur la présentation d'outils et de technologies innovantes
de surveillance des forêts, basée sur la détection fournie par la communauté internationale en tant que biens publics mondiaux pour aider les gouvernements ainsi que le secteur à prendre des décisions éclairées. Je m'appelle Anssi Pekarinen et je suis le coordinateur du programme d'évaluation des ressources forestières mondiales à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome, en Italie. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui et de vous guider tout au long de cette session. Nous commencerons par planter le décor avec une présentation liminaire de 10 minutes qui sera suivie d'une table ronde et d'une présentation par 4 articles scientifiques sur des sujets étroitement liés à cette session. Enfin, nous aurons environ 20 minutes pour les questions et réponses sur ce sujet passionnant. La session va durer environ 1h30, mais on va essayer de terminer un petit peu plus tôt, puisque la salle sera ensuite utilisée pour un événement de lancement qui aura lieu dans la salle 307. Et après donc notre session, nous allons déplacer vers cette salle. Chers collègues, permettez-moi de commencer en invitant Madame Karin Herbez à faire son discours d'ouverture. Elle est conseillère principale à l'initiative internationale pour le climat et les forêts de Norvège. Elle est titulaire d'un doctorat en écologie de l'Université d'Oslo et possède une vaste expérience de la politique climatique et de l'analyse de la comptabilité carbone. Elle a été la principale négociatrice norvégienne en matière d'atténuation et de transparence auprès de la CCNUCC pendant plusieurs années. Karine, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, pour votre introduction. Merci pour cette invitation à cette session qui est consacrée à l'amélioration du suivi des forêts et de l'élaboration des politiques à base de l'analyse des données fiables. Avant de commencer, je voudrais maintenant commencer ma présentation. Tout d'abord, je voudrais parler de l'amélioration des méthodologies qui seront utilisées dans le secteur forestier pour contribuer à la transformation du secteur forestier. Je crois que ces méthodologies pourront servir d'outils efficaces. Donc, je vais maintenant présenter les initiatives stratégiques pour le climat. Ce sont les stratégies clés mises en place par NICFI. Nous souhaitons de limiter l'augmentation de la température à moins de 1,5 degré. Afin d'y parvenir, nous avons plusieurs stratégies comme la lutte contre la déforestation dans les forêts tropicales. Pour cela, nous analysons les politiques liées à l'utilisation des terrains et la protection des droits des communautés locales pour une foresterie durable. Ce sujet est très important car cela permet de limiter l'émission de CO2 à grande échelle. Bien sûr, nous pouvons réduire ces émissions dans d'autres secteurs, mais les forêts peuvent contribuer grandement à la diminution de l'émission de GES. Afin d'élaborer des politiques efficaces, il faut assurer la collecte fiable des données. Bien sûr, il faut augmenter la qualité et la quantité des données qui seront ensuite utilisées sur le terrain. C'est-à-dire, ces données vont permettre d'élaborer des mesures pour l'agriculture et la gestion des ressources aquatiques et la production des bois. Surtout, les données forestières sont essentielles pour élaborer les politiques forestières qui vont permettre de lutter contre la déforestation et le déboisement.
Donc, je crois que cette initiative a plusieurs avantages. Ensuite, je voudrais parler du progrès pour le suivi national sur les forêts qui couvre 85% selon l'analyse de la FAO entre 2015 et 2020. Dans le cadre de REDD+, il y a plusieurs investissements et les compétences sont renforcées. Je voudrais souligner sur un point, c'est-à-dire actuellement la qualité des rapports s'améliore. Il en va de même la gouvernance. Notre initiative dispose d'un système de satellites qui est un programme de qualité qui permet d'analyser les données à haute résolution. À travers ces données, nous pouvons inverser le cours de la baisse du couvert forestier dans les zones tropicales. Et cette initiative va s'étendre jusqu'à 2030. Concernant les programmes de gestion des données, il y a 3 approches. Dans le niveau 0, il est possible de consulter les données en faveur de l'intérêt public, c'est-à-dire nous permettons aux gens d'accéder aux forêts. À travers Google Earth et d'autres moteurs de recherche, nous pouvons consulter ces données. À travers ces plateformes, vous pouvez utiliser les données ouvertes. Ensuite, au niveau 1, nous avons augmenté l'accessibilité pour rendre les données le plus ouvertes possible. Ce mosaïque visuel est utilisé à des fins commerciales. Ensuite, pour le niveau 2, il y a Mosaïque Visuel Plus. Il est possible de télécharger également. Chaque pays peut utiliser ces différentes données disponibles sur différents niveaux. En créant une base de données, les décideurs politiques peuvent valoriser les données. Et dans ce cas, au niveau 1, les données sont disponibles. Ensuite, pour le niveau 2, bien sûr, au-delà des données disponibles au niveau 1, il y a des données archives Airbus et les anciennes données sont fournies à haute résolution. Comme FAO et d'autres grands groupes peuvent accéder à ces données du niveau 2. Comme les organisations internationales, à l'image de la FAO, peuvent utiliser ces données pour aider les pays à établir un système de suivi des forêts. Dans ce cas, les données du niveau 2 peuvent être très utiles. Alors, nous disposons des données qui sont accessibles à tous. Alors, quels sont les avantages de ces données? Dans ce cas, nous pouvons renforcer le sens de responsabilité en se basant sur les données fiables. Ensuite, il est possible d'évaluer la situation de la déforestation et du déboisement. Ce programme est mis en place, mais cela ne permet pas d'assurer le suivi des forêts sur le long terme. Mais je pense qu'en utilisant au mieux les systèmes existants, nous pourrions obtenir des résultats concrets comme faciliter le financement basé sur les résultats.
Ensuite, cette accessibilité élargie nous permet de demander la responsabilité de différentes parties comme la société civile et la communauté locale. Je vais prendre quelques exemples. Tout d'abord, c'est une carte de la ferme d'ananas en Costa Rica. En Mozambique, le gouvernement a dressé le constat sur les ressources forestières et également établi une carte sur la déforestation. Ces données ont permis d'améliorer la qualité et l'exactitude des données sur les forêts. Alors, il y a deux cartes disponibles. La carte à gauche, c'est l'image de 2020 et ensuite la carte à droite, c'est l'image de 2020. Pardon, la carte à droite, c'est l'image de 2021. Bien sûr, chaque année, il y a des variations, mais ce qui est important, c'est que les pays sous-tropiques utilisent ces données de façon active. La plupart des régions tropicales utilisent ces données. C'est un résultat très encourageant. Ce programme de données a duré depuis plus d'1 an et demi. Il y a plus de 11 000 utilisateurs qui sont enregistrés pour utiliser les données dans 136 pays, comprenant les pays européens, les pays en Amérique du Sud. Parmi les utilisateurs, nous pouvons voir des gouvernements et des associations civiles qui utilisent ces données pour faire le constat sur la situation des régions tropicales. Actuellement, 11 revues ont été déposées par pair et de plus en plus d'associations utilisent les données disponibles sur NIFI comme les informations de référence. Nous avons mené plusieurs projets de coopération avec Airbus et Planet et le prochain webinaire se tiendra en juin. Bien sûr, nous avons des partenariats avec d'autres organisations. Je crois que ce système est très utile aux pays de producteurs de bois et qui aide ces pays à améliorer leur gestion durable des forêts. Voici les étapes suivantes. Jusqu'à maintenant, ces données ont été utilisées pour élaborer les politiques. Maintenant, les gouvernements vont utiliser ces données pour améliorer et également évaluer les effets de la politique. Ensuite, ces données seront utilisées. J'espère que ces données seront utilisées pour améliorer les stratégies REDD+, dans le cadre de l'accord de Paris. Et elles pourront également utilisés comme des outils de validation et de vérification de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la production sans déforestation. Bien sûr, pour cela, nous devons continuellement améliorer la qualité du programme et tout en trouvant des solutions et valorisant les outils pour améliorer le suivi des forêts. Je l'espère sincèrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Donc, vous avez souligné l'impact des données et des informations forestières sur les politiques durables et leur mise en œuvre. C'était également formidable de voir combien de pays et d'utilisateurs ont réellement bénéficié de ce nouveau programme de données satellitaires.
comme vous l'avez illustré, la clé est vraiment de savoir ce qui arrive à nos forêts et à l'utilisation de cette terre, et il faut où cela se produit et pourquoi cela se produit. Ensuite, si le temps nous permet, nous allons avoir une session pour les questions et réponses. Donc si vous avez des questions, veuillez attendre la fin de la session. Ensuite, j'invite le prochain membre de panel pour les discussions. Donc nous allons avoir des scientifiques qui génèrent des données forestières et qui les utilisent. Ensuite, j'invite Monsieur Dadi Kiput, qui est responsable de l'analyse et de rapport et il est consultant des SIG à la représentation de la FAO en République de Congo. Pardon. Est-ce que vous pourriez partager la slide? J'aimerais partager quelques exemples. Donc j'aimerais vous montrer comment on utilise des solutions libres et open source avec des exemples concrets. Comme Karine vient de le mentionner, on va voir comment ces données sont utilisées de façon concrète dans différents pays. Je vais d'abord parler de notre plateforme CEPAL qui a été développée par la FAO pour renforcer la surveillance et le suivi des forêts. À travers cette plateforme, nous pouvons surveiller la planète et renforcer l'accès à des données et renforcer également le traitement des informations qui sont utiles. Donc CEPAL est une plateforme open et en libre accès. Donc à travers cette plateforme CEPAL, j'espère que vous allez utiliser la plateforme de manière simple et facile. Et nous traitons les données pour renforcer l'utilisabilité, l'usage des données. Donc j'ai préparé une petite vidéo, donc si vous pouvez voilà, lancer la vidéo, ce sera parfait. Voilà, vous avez l'écran de la plateforme CEPAL. Vous voyez, il suffit de faire quelques clics. Donc vous allez sélectionner la période et vous allez avoir des modélisations de mosaïques. Donc vous avez des cartes basiques qui sont arrangées comme ça et vous pouvez faire modifier des paramètres. Donc vous allez d'abord sélectionner la période et la plateforme me montre des données que vous souhaitez avoir. Donc vous pouvez utiliser la plateforme pour suivre des changements et visualiser les données. Vous pouvez choisir par exemple différentes couleurs. Donc, je vous ai montré très simplement comment on peut utiliser la plateforme. Vous avez ici la carte de l'Ouganda et on utilise ces données satellitaires pour une analyse simultanée et les données sont traitées en temps réel et nous n'utilisons pas de carte de base mais de cartes journalières. Alors nous allons utiliser des différents paramètres pour suivre les changements. On peut voir le volume d'augmentation. Les parties qui sont marquées en rouge correspondent aux parties qui sont détruites. Et ce qui reste en bleu sont des parties qui ont été conservées.
Donc il faut des traitements assez compliqués pour pour suivre l'évolution, mais nous utilisons des solutions open source pour suivre tous ces changements de manière simple. Et on peut comparer les données du passé, les données présentes, et nous pouvons utiliser ces informations pour vérifier le suivi. Donc si vous regardez à gauche, vous avez la carte de l'Éthiopie. Vous avez des informations pour différentes régions et à droite, vous pouvez voir l'évolution avec le temps. Et vous pouvez aussi avoir une série chronographique d'une région particulière. À droite, vous avez donc une vidéo qui montre l'évolution au fil du temps. On peut donc utiliser ces données pour suivre les changements, mais ensuite il faudrait qu'on vérifie l'exactitude, la qualité des données, et la plateforme vous permet de faire tout cela. Donc on peut utiliser pour identifier les moteurs de la déforestation et de la dégradation. Je pense que nous avons aujourd'hui les présentateurs qui vont parler de cette partie technique. Donc on essaye de renforcer l'accès à ces données et leur utilisation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une plateforme ouverte à tous. Et nous allons donc analyser et traiter les données pour identifier les moteurs de la déforestation et de la dégradation. Et ce, au niveau très détaillé. Donc il y a de nombreuses recherches qui sont en cours. Nous avons un autre exemple ici. Dans notre plateforme CEPAL, il y a des algorithmes d'analyse. Donc voilà, ici vous pouvez voir une analyse qui est en cours à base des données d'observation sur plusieurs années et suivre l'évolution de l'utilisation des terres au niveau de la surface. Donc au fil du temps, vous voyez ici que selon la saison et selon les années, on peut voir comment les terres sont utilisées. Donc avec toutes ces données, on peut faire différentes analyses. Donc cette étude exemplaire était menée sur une terre agricole et on peut voir les espèces qui sont cultivées. Oui, comme vous le voyez ici, on peut aussi avoir des données qui nous donnent des alertes en quasi temps réel pour prévenir des feux de forêt. Et on peut aussi utiliser la plateforme pour vérifier l'exactitude des données. Merci pour votre intervention. Je pense que c'était un excellent exemple de la façon dont ces données combinées à une structure information appropriée peuvent être mises à la disposition du public le plus large possible en tant que biens publics mondiaux. Alors, vous avez aussi parlé du déboisement et on va rentrer dans les détails avec des cas précis. Comment est-ce que c'est possible de utiliser ces données pour surveiller le déboisement? Alors, j'invite Monsieur Dadi Kiput. Il est doctorant à l'université de Kisangani. Il travaille à Munjuba. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de cette région. Donc, il est responsable de suivi de déforestation et sa présentation sera assurée en français, pardon. Donc si vous avez des récepteurs, vous pouvez
les utiliser pour les suivre en d'autres langues. Donc si vous n'avez pas de récepteur, vous pourrez peut-être sortir et revenir avec un appareil. Je pense que vous allez en avoir alors. Dadi Kiput travaille en République démocratique de Congo et sur l'utilisation des outils de télédétection dans la gestion forestière. Je vais devoir présenter sur la dégradation forestière en RDC. Alors, comme vous savez, la forêt elle est d'une source très capitale pour le revenu, mais aussi pour l'alimentation des populations locales. Le slide. Alors, nos travaux de terrain ont montré que les activités telles que l'exploitation forestière artisanale, l'exploitation forestière Là, nos travaux sur terrain ont montré que l'exploitation forestière artisanale Voilà, comme je disais, la forêt est vraiment d'une source capitale pour l'alimentation, mais aussi pour le revenu des communautés. Alors, nos travaux de terrain ont montré que l'exploitation forestière artisanale, mais aussi l'agriculture itinérante sur brûlis, la fabrication de charbon de bois, ce sont des activités qui ont un impact très négatif sur le couvert forestier. Alors, si on prend l'exemple de l'agriculture itinérante sur brûlis, lorsqu'elle est pratiquée sans observer une longue jachère, alors cela va conduire à la perte ou à la diminution de la fertilité des sols parce que le cycle est interrompu et cela va aussi amener à une pression sur le couvert forestier. Pourquoi? Parce que les communautés auront tendance à aller dans la pleine forêt pour reconquérir de nouvelles terres fertiles. Alors, avant de pouvoir entrer dans les vifs du sujet, nous allons devoir établir la différence entre la déforestation et la dégradation. Eh bien, comme vous le voyez sur l'image à ma gauche, la déforestation, par définition, elle est en fait, c'est la perte, hein, c'est la diminution, la diminution du couvert forestier, mais la zone qui est considérée reste en dessous de la zone qui est considérée comme forêt. Ou soit, on peut dire, c'est une conversion des forêts dans un autre type d'utilisation de l'espace. Par contre, la dégradation, quant à elle, c'est vraiment la perte du couvert forestier, une réduction temporaire ou permanente du couvert forestier, mais cette zone reste au-dessus de la définition de la forêt. Et là, on tient compte notamment de les activités telles que l'exploitation forestière, où il y a prélèvement de quelques pieds d'arbres qui vont soit conduire à une régénération naturelle, ou soit à une régénération à travers les activités ou les méthodes sylvicoles. Alors, cette définition, elle est purement basée sur la télédétection. Ainsi, nous avons utilisé pour cette analyse, pour analyser ces fluctuations, nous avons utilisé une série d'analyses temporelles des images satellitaires, comme vous le voyez, de 2015 à 2020, afin d'évaluer le changement sur un point et identifier les causes ou les moteurs de la dégradation. Alors, vous avez un lien en bas de mes diapositives. Ces liens vous renvoient au projet CAFI, où vous allez trouver le matériel didactique, les données à accès libre que nous avons utilisées à cet effet. Ainsi, après avoir produit la cartographie à travers CEPAL, nous avons maintenant utilisé, d'ailleurs grâce au programme NICFI qui a disposé des images satellitaires à très haute résolution à accès libre, nous avons utilisé des images planètes qui ont une résolution de 3 mètres et pour pouvoir identifier, valider les moteurs de la dégradation. Eh bien, comme vous voyez sur la figure qui est à ma gauche,
c'est en pratique comment est-ce que nous avons évalué ces dégradations. Eh bien, la dégradation, elle était évaluée sur les points de 2015 à 2020 et avons analysé comment est-ce que ces points ont évolué au fil du temps. Alors que dans la case, nous avons identifié les moteurs qui seraient à la base de ces dégradations. Eh bien, les images qui sont à ma droite vous montrent eh bien le moteur qui ont été identifiés. Et la troisième image vous montre, la troisième image à ma droite vous montre la dégradation. Vous voyez que la case continue à être efforée, mais il y a eu prélèvement de quelques pieds qui va laisser des vides. Et c'est ces vides-là qui auraient été causés soit par l'exploitation artisanale du bois. Eh bien, ces projets et bien d'autres, et les images qui ont été mises à notre disposition, nous ont ainsi donné quelques perspectives de recherche. Et parmi ces perspectives, nous nous disons, soit au niveau du pays avec certains collaborateurs, ou soit au niveau des recherches personnelles, nous envisageons alors utiliser toutes les ressources mises à notre disposition. D'abord, je rappelle que la RDC s'est fixé l'objectif de couvrir 17% de ces terres forestières en aire protégée. Eh bien, nous nous proposons d'évaluer l'effectivité de la gestion des couverts forestiers dans les aires protégées qui sont déjà préétablies. Ou soit encore faire le monitoring de la restauration forestière afin d'analyser l'impact de projets qui ont été implantés, tels que les projets RED pour la restauration des milieux forestiers. Mais aussi faire le monitoring des terres agricoles et des terres urbaines afin de voir comment est-ce que nous pouvons limiter la pression sur les forêts. Alors, toutes ces études vont nous aider à pouvoir guider les politiques agricoles, mais aussi les politiques forestières, sans oublier l'idée principale qui est de lutter contre le changement climatique et de préserver les ressources naturelles, tout en encourageant l'utilisation durable. Eh bien, voilà le monitoring de la dégradation en RDC et les perspectives de recherche grâce à ces grands projets. Merci. Un grand merci, Dadi. Il est fascinant de voir comment vous pouvez utiliser ces données pour identifier les causes de la dégradation. Ces informations nous étaient très utiles. Donc, vous avez parlé des images de résolution de 3 mètres et vous avez parlé du traitement de ces données pour formuler différentes politiques. Ensuite, j'invite le prochain orateur, Laura Dunkinson, est une scientifique en télédétection spécialisée dans la recherche sur la cartographie à l'échelle mondiale de la structure et la dynamique des forêts. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences de l'Université de Maryland et elle co-dirige le développement de modèles empiriques de biomasse pour les missions laser spatiales de la NASA. Laura, vous avez la parole, vous avez 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je travaille dans la modélisation 3D. Comme vous l'avez déjà dit, on s'intéresse tous au déboisement et moi particulièrement, je travaille dans l'utilisation du lidar pour suivre l'évolution de déboisement et observer les carbons qui sont émis par la déforestation. Donc je ne vois pas le slide. Alors oui, je le vois. Merci beaucoup. Si vous pouvez faire un autre clic qui va vous montrer une vidéo. Donc je travaille dans le GEDI, G-E-D-I. Ça sonne comme un personnage de Star Wars. Voilà, la vidéo est lancée.
Nous avons des images en 3D, donc vous avez pu le voir hein, sur les slides. Ensuite, nous allons parler des missions de Jedi qui a été lancée en 2018 à la station satellite internationale. Et si vous pouvez cliquer sur la photo au cœur, donc vous pouvez voir le Jedi qui est... Est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Donc, ici, on est en train de envoyer des lasers de l'ITAR et c'est gratuit. Donc, ces lasers sont envoyés sur la surface terrestre pour recueillir les informations et avoir des retours pour recueillir des données. Donc, ce sont des ondes qu'on envoie. Alors, nous allons parler de la forme d'onde. Nous allons donc, à travers les informations que nous recueillons au retour des ondes, on peut voir les données géospatiales que vous voyez ici sur les slides. Est-ce qu'on peut encore revenir en arrière? Voilà. On peut voir la hauteur, l'élévation, la couverture forestière, les canopées. Et nous avons environ 10 milliards d'échantillons à une résolution de 1 km. Et avec ces données recueillies, nous analysons la surface terrestre. Donc c'est comme le programme, ce n'est pas comme programme NICFI, on ne couvre pas toute la surface terrestre, mais on utilise les données similaires. Nous, par exemple, on utilise l'ITAR, mais c'est la première fois qu'on utilise pour collecter des informations forestières. Alors, nous allons passer à la diapositive suivante. Vous avez la carte de la biomasse à une résolution d'1 km. Donc, depuis quelque temps, on continue à développer et avoir de nouveaux outils. Donc, les Jedi va rester sur orbite. Et plus elle reste sur orbite, plus nous allons avoir des données à notre disposition qui permet d'améliorer la qualité et l'exactitude des données. Donc, mais en dehors de ces données collectées depuis les satellites, depuis les Jedi, nous avons évidemment besoin des données de recherche sur place. Mais le Jedi n'est pas le seul outil. Nous avons également ISAT. Nous avons également une mission SAR. Le SAR sera lancé d'ici la fin de l'année, qui effectue des missions sur la biomasse. Et à travers différentes missions, nous essayons de réaliser des données 3D. Et nous allons également pouvoir accéder aux régions qui sont couvertes par les nuages. Donc, on essaye de toujours développer de nouveaux outils de meilleure qualité et d'améliorer la qualité des données et de sorte à contribuer à la prise de décision et la formulation des politiques. Vous pouvez ici cliquer sur le lien pour avoir des informations plus détaillées. Donc, on ne fait pas qu'une mission, on préfère avoir des outils polyvalents qui puissent effectuer plusieurs missions. J'aurais bien aimé être sur place, mais malheureusement, je suis à distance. Merci d'avoir terminé votre présentation en 5 minutes. Merci d'avoir partagé vos idées. C'est une technologie très intéressante et je suis très contente d'apprendre toutes ces nouvelles technologies qui nous permettent de suivre la biomasse sur Terre. Et ces données de qualité sont importantes pour nous. Alors nous allons passer à notre dernier membre de panel,
Belinda de l'Indonésie. Elle est directeur de l'inventaire et du suivi des ressources forestières à la DG de la planification des forêts, du ministre de l'Environnement et des Forêts de l'Indonésie. En 2011, l'Indonésie était un des pays qui a connu le taux de déboisement le plus bas dans le monde. Donc elle va nous expliquer tout cela et quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour prévenir le déboisement dans l'avenir. Elle est en train de nous rejoindre. Bonjour, je voudrais me présenter. Je m'appelle Benido Malgono et je travaille dans le ministère de l'Environnement en Indonésie. Je voudrais vous présenter les utilisations et la collecte de données à l'aide de la télédétection. Comment on peut mesurer le taux de déforestation à l'aide de la télédétection? Ce système de suivi est mis en place par différents organismes en collaboration. Donc, ce système est appliqué par différents acteurs. La colonne bleue qui est à gauche, ce sont les institutions qui utilisent les images satellites de l'Landsat et qui font le traitement des données. Et ensuite, à droite, il y a les rôles et les missions assurées par l'agence forestière de l'Indonésie. À Jakarta, il y a plusieurs bureaux. Donc, cette agence contrôle et coordonne les différentes missions. Ensuite, on peut voir les 23 catégories liées à la déforestation, liées au couvert forestier. En fait, nous avons déterminé ces 23 catégories pour mieux gérer le couvert forestier. Ensuite, il y a 7 classifications, dont l'une est liée à la forêt artificielle, l'autre, c'est la forêt naturelle primaire. À travers ces différents critères, nous pouvons mesurer la couverture forestière. Ensuite, nous mesurons la quantité et le stock de la biomasse. Donc, vous pouvez constater le taux de déforestation en Indonésie entre 1990 et 2021. Donc, vous pouvez observer cette tendance en 3 couleurs. Comme vous le savez bien, en Indonésie, il y a des zones forestières et les zones non forestières. La ligne rouge indique l'évolution dans la zone forestière et ensuite la ligne bleue montre l'évolution de la déforestation dans la zone non forestière. Vous pouvez, en fait, nous distinguons ces 2 zones pour une meilleure gestion. Ensuite, je vous présente le système d'alerte sur la perte de la biodiversité et la dégradation de la végétation. À travers 23 catégories, nous pouvons suivre l'évolution de chaque catégorie selon l'année. Grâce à cette approche, nous pouvons collecter les différentes données de toutes sortes qui sont affichées à gauche. Ce sont les statistiques sur le couvert forestier, toujours selon les 23 catégories. La couleur verte correspond à la zone forestière. Grâce à cette approche, nous pouvons suivre
l'évolution du couvert forestier au fil des années, en précisant les différentes évolutions dans 23 catégories, et nous pouvons observer les situations de différentes années. Ces systèmes ne sont pas complètement automatisés. À partir de 1990, nous essayons de rendre plus automatique ces systèmes, mais au début, c'est vrai, nous avons fait des collectes manuellement, et cette page montre l'évolution de nos systèmes de collecte de données. Au début, beaucoup ont été effectués manuellement. Ensuite, tous les 3 ans, nous avons fait des mises à jour. Ces données concernent seulement les 3 années, car à l'époque, les images satellites n'étaient pas gratuites. Donc, c'était une approche à court terme, une gestion à court terme. Ces données ont été traitées par la suite. Entre 2000 et 2009, ce délai de 3 ans s'est rallongé. À partir de 2009, nous avons utilisé les images fournies par la NASA grâce au satellite Landsat 3. Et ces données ont permis de mettre à jour nos données tous les ans. Bien sûr, le traitement de données a demandé plus d'efforts, mais à partir de 2011, cette gestion annuelle est devenue possible. Ensuite, entre 2010 et 2004, il y avait d'autres données qui ont été fournies depuis SPAT. Donc, nous avons convergé les données de Landsat et SPAT qui ont permis de réaliser différentes analyses. Donc, une mise à jour s'est faite tous les ans. À partir de 2017, nous avons pu ajouter des données venant de Bonska mensuel qui nous permet de suivre des incendies, qui nous permet de détecter les incendies de forêt. Ensuite, dans la période 6, vous pouvez voir l'augmentation des données utilisées. Donc, en plus de l'analyse des données collectées manuellement, nous avons fait appel à différents services pour approfondir nos analyses. Ce sont l'évolution de la situation de l'Indonésie depuis 1990 jusqu'à 2020 en 23 catégories. Ce sont des comparaisons assez brèves, approximatives. Bien sûr, nous pouvons voir l'analyse plus fine en choisissant une catégorie précise. Il y avait l'analyse et l'évaluation de l'exactitude. Cette évaluation montre qu'il y avait l'amélioration de l'exactitude. Merci beaucoup, Madame Belinda. C'était un magnifique exemple de la façon dont les données de télédétection peuvent faire la différence et être utilisées de manière opérationnelle pour arrêter la déforestation. Alors, nous avons parlé de différentes sources d'informations et différentes utilisations pour arrêter la déforestation. Avant de passer à la question de questions-réponses, nous allons entendre quelques présentations de plus qui vont nous parler de leurs articles scientifiques. Nous allons avoir Monsieur Ing Jankir qui travaille à l'ONU et qui anime des sessions sur la télédétection. Il travaille au GIEC pour préparer différents rapports. Vous avez 5 minutes.
J'espère que vous m'entendez bien et je suis ravie de vous voir à distance. Durant 5 minutes, je vais présenter le suivi des forêts. Comme les autres orateurs ont déjà mentionné, les données ont permis de suivre l'évolution de la déforestation, d'où l'importance d'avoir des données fiables. Ainsi, nous pouvons voir l'évolution de l'utilisation des forêts et l'évolution du couvert forestier. Je vais présenter le livre blanc publié par GFOI. Ce sont les directives qui aident les pays à établir un système de suivi sur les forêts. Donc, nous avons vu l'exemple de l'Indonésie et d'autres pays. Donc, chaque orateur a présenté le système de suivi. Donc, lorsque chaque pays élabore un système de suivi, nous fournissons des conseils pour un échantillonnage. Le livre blanc est composé de plus de 100 pages qui comportent des informations destinées aux décideurs politiques et des employés sur le terrain. Nous avons utilisé ces échantillons dans le CCNUCC. Donc, ce livre blanc aide à élaborer un plan d'échantillonnage et de détecter les problèmes et les techniques utilisables. Nous partageons également les cas exemplaires et les opportunités à exploiter. Les points techniques sont fournis à travers le livre blanc. Ces informations ont été recueillies à travers des entretiens menés dans 15 pays. Il y avait des experts en statistiques et des décideurs politiques. Il y avait au total 3 sessions de discussion qui ont permis de collecter les données nécessaires au livre blanc. Nous avons donc établi des lignes directrices à suivre qui sont tous précisées dans le livre blanc. Donc, comment on peut déterminer la taille de la parcelle d'échantillonnage pour l'inventaire forestier national? Comment on peut intégrer les données satellitaires aux données forestières de terrain? Nous avons également proposé les pistes d'utilisation des données satellitaires. Comme vous pouvez constater, il y a toujours l'évolution constante des techniques et des technologies. Au-delà des informations fournies à travers le livre blanc, il y a des données avancées qui sont disponibles en ligne. Vous pouvez toujours consulter ces données et également constater, vous pouvez utiliser les différents outils que vous pouvez utiliser ou télécharger via ces liens qui sont mis en bleu. Donc, je vous souhaite une bonne exploitation du livre. Merci, Madame Inge. C'est formidable de voir la collaboration et le processus de développement de différents outils et leur utilisation par les décideurs politiques. Ensuite, je vais inviter le prochain orateur qui utilise les données pour arrêter la déforestation. J'invite M. Oswaldo Carrillo qui travaille dans le domaine des statistiques. Il a un doctorat en statistiques et l'inventaire des GES dans les forêts. Il fait partie des experts du CCNUCC. Il va nous rejoindre sur ligne. Bonjour ici. Est-ce que vous pourrez partager l'écran? Très bien, je le vois.
Bonjour, bon après-midi et bonsoir. C'est un très grand plaisir pour moi d'assister à votre session en ligne. Nous allons parler des différentes approches méthodologiques pour améliorer les estimations des taux de déforestation au Mexique. Cette étude a été menée à la demande du gouvernement mexicain et nous avons travaillé avec les collègues du CONAFOR. Alors nous allons passer aux diapositives suivantes. Entrons dans le contexte. Dans le passé, le taux de déforestation au Mexique était suivi de façon suivante. Donc, dans le passé, on superposait des cartes d'occupation du sol indépendant pour suivre le taux de déforestation, comme vous le voyez à gauche. Et à droite, vous avez une graphique, une donnée qui a été inclue dans le rapport soumis à l'ONU. Mais il y a différents bias parce que ces cartes ont été réalisées avec différentes méthodologies. Donc la superposition simple de ces cartes n'allait pas nous donner des informations suffisantes. Donc après, nous avons voulu et nous avons essayé d'améliorer ce système pour le deuxième BER. Donc lorsque nous avons soumis notre deuxième rapport en 2018, le taux de déforestation au Mexique était réalisé avec une approche de base d'échantillonnage stratifié avec des cartes de changement de couvert terrestre. Nous avons recueilli 3900 placettes sélectionnées de manière aléatoire et ensuite nous avons ajouté des cartes de couvert terrestre. Et voilà le résultat. Vous avez la photo à droite, comme vous le voyez. Il y a eu un léger changement par rapport au taux de déforestation qui a été identifié dans le passé. Ensuite, nous passons à la diapositive suivante. Comme cela, à travers un recueil d'échantillonnage d'échantillons systématiques, le Mexique a pu prévoir le taux de déforestation. Et avec ces données estimations, nous pouvons faire des projections sur le taux de déforestation. Et vous pouvez le voir sur la graphique à droite. Et si on passe encore à la diapositive suivante, vous avez les différences entre plusieurs données obtenues avec différentes méthodologies. La première, la ligne verte que vous voyez ici correspond aux données recueillies en 2014 et ensuite en 2018, nous avons amélioré notre méthodologie et pour la ligne qui correspond au FREL 2020, nous avons encore amélioré la qualité et l'estimation pour avoir des informations, des données plus précises. Et nous avons pu réduire les écarts entre différentes estimations et faire des progrès. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur Oswaldo. Il était bon de voir un exemple pratique d'un système national en évolution avec l'objectif d'amélioration continue. Nous avons eu déjà plusieurs présentations sur la télédétection et l'utilisation des données satellitaires dans les recherches.
Ensuite, nous allons continuer avec Monsieur Rajit Gupta, qui travaille à l'Université centrale de Haryana, en Inde. Il est en doctorat en ce moment à l'Université centrale de Rajasthan. Merci. Vous avez 5 minutes. Je vais essayer de terminer en 5 minutes. Veuillez partager ma présentation. Merci. On voit votre présentation. Mais moi, je ne vois pas la diapositive. Est-ce que vous le voyez maintenant? Toujours pas. Donc, nous voyons votre écran. Donc, si vous pouvez commencer la présentation avec votre propre fichier, ce sera parfait. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Rajit Gupta. Voici, donc vous pouvez, je pense, que voir le titre de ma présentation sur l'écran. Je vais parler de l'utilisation des données LIDAR GEDI à retour d'ondes complètes dans l'estimation et la modélisation des variables de croissance des forêts de feuilles. Je vais essayer d'entrer dans le détail dans l'utilisation des données de GEDI et dans la modélisation ainsi que l'apprentissage par machine. Vous avez ici les forêts de feuillets tropicales du sanctuaire faunique de Cholpanchwar à Gujarat en Inde. Et nous avons utilisé des données satellitaires pour suivre l'évolution de la forêt. Donc vous avez des données Landsat et des données annexes que nous avons utilisées pour la modélisation. Si vous voyez ici, nous avons des images à résolution de 30 mètres. Nous avons agrégé toutes les informations, toutes les données pour avoir des échantillons. Donc les données ont été traitées et nous avons également utilisé l'apprentissage par machine pour la modélisation. Les informations donc étaient très utiles pour la gestion des forêts. Et nous avons utilisé différents outils pour améliorer l'exactitude des estimations de la biomasse racinaire. Et nous avons, comme vous le voyez ici, nous avons des données, différentes données que nous avons utilisées. Et le profilage des forêts, de la canopée et des arbres feuilles, ils ont tous été modélisés à travers ce système. Sur cette slide, on voit l'importance de la précision et des estimations. Donc nous avons des données de RMSE. Et on peut voir l'importance des prédicateurs qui ont été utilisés pour améliorer la précision. Et les données, les images étaient importantes aussi pour faire des estimations de haute qualité et très précises.
et parmi différentes sources d'informations, quelle était la source la plus fiable. On pouvait le voir sur la slide. Nous avons appliqué des formules pour estimer la biomasse terrestre. Au début, on ne disposait pas de données sur la biomasse, mais nous avons utilisé AGB pour accéder à des données de meilleure qualité et pour faire de meilleures estimations. Sur cette diapositive, vous pouvez aussi voir la méthodologie que nous avons adoptée pour le profilage ainsi que les conclusions que nous avons tirées. Le R carré 2, c'est 0,38. Ce n'est pas une donnée très précise, mais ce n'est pas mauvais non plus. Donc, dans l'ensemble, nous avons pu recueillir des données importantes à travers AGB. Un grand merci à Monsieur Rajit. Il était impressionnant de voir à quel point le prédicateur dérivé de AGB était utilisé pour l'estimation de différentes informations. J'invite ensuite Monsieur Cristino Tiberin, qui est professeur à l'Institut des ressources naturelles renouvelables du Collège de foresterie et des ressources naturelles à l'Université des Philippines, Los Banos. Il va nous parler de l'utilisation des SIG. La présentation de Cristino passera de la mesure du passé et de la cartographie de l'état actuel à la prévision de l'avenir. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je suis très ravie d'être invitée et de pouvoir participer à cette session liée au sous-thème 5. Nous discutons sur les systèmes de suivi et je vais surtout me concentrer sur les scénarios, la modélisation des scénarios futurs dans les bassins en Philippines. Pour commencer, en fait, ce projet a été mené grâce au soutien du gouvernement. Ce sont les régions au nord des Philippines, la région Inabanga, c'est au milieu de notre pays, près de la rivière Chico. Donc, je vais vous montrer les résultats qui se basent sur les données empiriques. À travers ces données, nous pouvons anticiper l'évolution future. Pour le fleuve Chico, par rapport à 2015, il y avait une augmentation de 25% d'ici 2025 et une augmentation de 38% d'ici 2035. Cependant, la région couverte peut montrer une tendance baissière. Près du fleuve Wail, par rapport à 2015, en 2025, le couvert forestier va augmenter. C'est le résultat de l'anticipation. Cela représente 6800 hectares. Cette évolution sera obtenue à travers le mapping des différentes cartes. Nous pouvons suivre l'évolution des surfaces. Il y a 9 variants qui
nous permet de suivre différents scénarios futurs. Les régions près des rivières, il y a deux variants que nous jugeons importants, variables, c'est-à-dire le variable lié à la politique de la préservation des aires protégées et la gestion des ressources naturelles. Donc, nous avons analysé différents scénarios selon les variables. Chaque scénario présente des différentes possibilités. Par exemple, quelles seront la répartition des terres et selon si on regarde le scénario du fleuve Chico, par rapport à 2015, il y aura une augmentation de 25% d'ici 2025. Cela représente plus de 188 hectares. D'ici 2035, il y aura une hausse de 38%, soit 90 391 hectares. J'ai fait la modélisation de cette région. En 2025 et en 2035, il y aura une hausse de plus de 100%. C'est-à-dire, si les politiques actuelles en faveur des forêts sont bien mises en place, cela peut changer les scénarios. À travers ce travail de modélisation sur les bassins, nous pouvons anticiper les différents scénarios et en se basant sur ces scénarios, nous pouvons aider les décideurs politiques à prendre une meilleure mesure dans l'avenir. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était un excellent exemple de la façon dont la technologie contribue à la prise de décision et la prévision de l'avenir. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc environ 10 minutes pour la question de session et questions et réponses. Christophe. Merci beaucoup. Je m'appelle Christophe Klein de l'université Goethe Klein en Allemagne. Je vais essayer de jouer un rôle un petit peu agressif ici. Donc vous avez des données de télédétection depuis les satellites. Donc si on a toutes ces données, pourquoi on n'a pas des estimations exactes sur différentes zones? Merci pour votre question. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour présenter notre projet en détail. Je pourrais en discuter des heures et des heures. Et j'ai suivi vos présentations et c'est vrai qu'il y a de l'incertitude sur la qualité des données qui doivent être soumises ensuite aux organisations internationales et les CC et NUCC. Donc pour parler de la télédétection, les données recueillies sur le terrain seront indispensables. Donc évidemment, les données que nous allons recueillir depuis le ciel doivent être conjuguées avec les données recueillies sur le terrain pour améliorer la précision et l'exactitude. Donc nous avons besoin des solutions comme JEDI pour compléter les données qui seront recueillies sur le terrain. Mais ces données doivent être vérifiées
et examiné avec des enquêtes sur le terrain. Donc, le Christophe, je pense qu'il était très content de votre réponse. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je m'appelle Cyric. J'ai une question à Inge. Donc, tout le monde peut me répondre si vous voulez. Vous avez parlé des données terrestres. Est-ce que vous n'avez pas eu de difficulté à recueillir ces informations? Et pendant l'analyse et la collecte des données, il n'y aura pas des éléments qu'il faudra améliorer? Ou est-ce que vous avez développé des systèmes ou des plateformes pour améliorer la qualité des données? Je pense que Laura pourra vous répondre. Très bien, je vais essayer de vous apporter des réponses. En effet, nous avons des données sur la biomasse, mais en principe, depuis l'espace spatial, on ne peut pas avoir des données exactes sur la biomasse. On a besoin des données terrestres. Donc, il était difficile dans le cadre du projet de JEDI pour avoir ces informations, mais nous avons travaillé avec différents pays et différentes organisations pour collecter les données pour le JEDI. Pour moi, l'incertitude liée aux données géospatiales est le plus grand souci. Donc, si le point qui a été désigné par le système n'est pas exact, il faut retravailler notre algorithme. Donc, pour vous donner un petit conseil, pour avoir des données de meilleure qualité, il faudrait avoir un échantillon qui couvre une grande surface et avoir des données transparentes et fiables. Et je pense que ça serait bien si on peut partager ces outils et ces informations de façon transparente et ouverte. Et je pense que ça va améliorer et renforcer l'utilisation des données satellitaires. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je vous conseille d'avoir un échantillon de grande surface et des données transparentes. Le 2 mai, la Corée a commencé à enlever le masque dans les espaces extérieurs, dans la communauté internationale, pour créer un environnement vert. Donc aujourd'hui, nous nous réunissons via des vidéos. Également, il y a des orateurs sur place. Il y a toujours des problèmes liés au Covid-19. À chaque événement, je crois qu'il y avait des soucis de chaque gouvernement pour résoudre ce problème lié au port obligatoire du masque. Merci pour cette question intéressante, mais votre question n'est pas directement liée au thème que nous traitons, car nous parlons de la télédétection. Bien sûr, la situation liée au Covid-19 est toujours problématique et il faut toujours rester vigilant. Je vais donc recevoir une autre question. Sinon, je vais poser ma question à Karine. Donc, vous avez présenté des exemples utilisant les données à haute résolution. Vous croyez que cette utilisation correspond aux fonctions des satellites? Merci pour cette question. Je crois que actuellement, les données sont valorisées grâce à cette utilisation efficace. Lorsqu'on regarde les pratiques réelles,
il y a plusieurs usages. On peut utiliser pour suivre l'évolution de la déforestation. Et comme ces données sont accessibles gratuitement, il peut y avoir plusieurs champs, plusieurs utilisations dans l'avenir. Et ce que j'ai tiré comme une leçon, c'est que comme les données sont disponibles gratuitement, au-delà des images satellites et les données fournies par JEDI et SAT, je crois que ces données doivent se multiplier comme un bien public. Merci pour votre réponse intéressante. Donc, on va accepter la dernière question. Monsieur modérateur, ainsi, je travaille pour l'Agence forestière américaine et je dirige des projets de l'analyse des données. Ma question concerne FRA, effectuée par différents organismes à travers la télédétection. Ces données sont utilisées pour rédiger des rapports, pour mesurer la biodiversité et également estimer le couvert terrestre. Donc, est-ce qu'il y a des usages sur le long terme, c'est-à-dire à travers ces outils de haute technologie, quels points doivent être pris en compte? Et dans d'autres pays où les données ne sont pas suffisamment disponibles et les satellites ne couvrent pas, dans ce cas, comment on peut améliorer ces fonctions? Donc, je vais tenter de répondre à votre question. Si je prends l'exemple de la FAO, les pays membres participent aux efforts collectifs pour renforcer la capacité de rédiger les rapports nationaux. Bien sûr, la télédétection n'est pas suffisamment exploitée. Nous ne sommes qu'au début, mais dans les années à venir, je crois que nous pourrions valoriser davantage les données géospatiales pour analyser les différentes évolutions à travers CEPAL. Nous pouvons obtenir des outils à haute résolution comme LiDAR. Ces nouvelles technologies seront utilisées pour nous fournir davantage de données dans l'avenir. Donc, nous avons parlé du suivi de télédétection. Il y aura la séance consacrée à la télédétection se tiendra dans la salle 307. Merci pour votre échange et merci de nous avoir partagé vos informations de qualité et merci pour votre contribution. Et également, je vous remercie les participants et les spectateurs qui sont présents dans cette salle. Vous pourriez obtenir tous les fichiers et les documents que nous avons présentés via la plateforme de la FAO. Avant de terminer cette séance, je voudrais parler la dernière chose. Le partage des données est essentiel au progrès scientifique et au développement durable. En collaboration avec la NASA et d'autres organismes, ont participé au partage des données. Grâce à leur contribution, nous avons pu développer une nouvelle approche et améliorer la qualité de l'analyse des données. Cet partage peut profiter à tout le monde tout en améliorant la conférence.
En partageant vos idées aujourd'hui, vous avez tous contribué à ce processus. Enfin, je voudrais vous rappeler que plus tard dans la journée, la FAO va partager les derniers résultats de notre enquête. Et je vous remercie, une bonne après-midi et on se retrouve à la salle 307. Merci.